Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision du Burkina. Au menu de cette édition, bientôt de la lumière pour plus de 50 000 ménages à travers le Burkina Faso, le programme spécial d'électrification, fruit de la promesse du président du Faso, a été lancé ce matin à Zogoré par le chef du gouvernement burkinabé. Et pour le bon déroulement des élections du 2 décembre prochain, la Commission électorale nationale indépendante renforce les capacités de ses proches collaborateurs. Une série de formations vient d'être lancée ce matin. Et puis la ville de Rabat sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, une inscription qui a été célébrée au Maroc à travers une exposition photo qui raconte l'histoire de cette ville culturelle. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Plus de 56 000 ménages dans 115 localités du Burkina Faso auront très prochainement accès à l'électricité. Le programme spécial d'électrification qui entre dans sa phase de réalisation est la matérialisation de la promesse du président du Faso. C'est le Premier ministre qui a procédé au lancement du dit programme ce matin à Zogoré. Évariste Kombari a suivi l'événement pour nous. 2 ans après avoir promis, alors qu'il était en pleine campagne électorale, de faire électrifier les chefs-lieux de communes rurales, le président du Faso tient sa promesse. Cette promesse s'est matérialisée à travers un programme intitulé « Programme spécial du président du Faso pour l'électrification des chefs-lieux de communes rurales ». Ce programme a été lancé officiellement aujourd'hui à Zogoré, dans la province du Yatenga, par le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw. L'électrification est à la base d'un certain nombre de projets dans notre pays. C'est pourquoi le chef de l'État a perçu cette question depuis toujours. Et lorsque, durant sa campagne présidentielle 2010, il a fait la promesse d'électrifier tous les chefs-lieux de communes. Et avant la fin de son mandat, certains étaient sceptiques. Mais aujourd'hui, c'est une réalité puisque le programme est en très bonne voie. Le programme d'électrification des chefs-lieux de communes rurales, qui va coûter 52 milliards de francs CFA au budget national, va se dérouler en 2 phases. La première phase va concerner 48 communes de 13 villages. La seconde, elle, va concerner 39 communes de 15 villages. 87 chefs-lieux de communes rurales, en plus de ce que la SONABEL et le FDE ont prévu, d'ici 2015, c'est 500 localités du Burkina Faso qui auront l'électricité. Et en tant que ministre en charge de l'énergie, je crois qu'il y a un motif de fierté. Et je peux vous dire que toutes les entreprises qui ont été sélectionnées ont été instruites de faire de telle sorte qu'il n'y ait pas de dérapage au niveau des calendriers. Comme c'est l'État qui finance, normalement c'est l'État le maître d'ouvrage, mais nous sommes délégués pour assurer ce rôle-là. Donc nous veillons donc à ce que les travaux soient faits conformément aux règles de l'art et ensuite nous allons assurer leur exploitation. À la fin du programme, ce sont environ 56 000 ménages qui devront voir leurs conditions de vie améliorées grâce à l'électricité. C'est là aussi un des objectifs du programme qui est de mettre à la disposition des populations rurales des services énergétiques adaptés. Au lycée, on apporte de l'électricité, mais bon, et à la maison aussi, on utilise des lampes pour étudier la nuit. On souhaite de voir ça très rapidement. Le taux d'électrification du Burkina Faso est estimé aujourd'hui à 30%. Des programmes comme celui du président du Faso et bien d'autres programmes en chantier visent à porter ce taux à 60% en 2015. Luc Adolphe Thiaw, dans le Nord, a également lancé officiellement le démarrage des travaux de reconstruction et de bitumage de la route du sel. Les travaux de ce tronçon Ouaïguia-Tiou aux frontières du Mali, long de 41 km, coûteront environ 9 milliards de francs CFA pour une durée d'exécution de 18 mois. Évariste Kombari. Ce chantier a fait l'objet de plusieurs promesses. Et cette fois-ci, rêve devient réalité. On n'est plus en rêve, on est en réalité. Route Ouaïguia-Tiou, frontière du Mali. Pendant longtemps, les populations du Yatenga ont prié tous leurs dieux pour voir cette route bitumée. Aujourd'hui, Dieu et le gouvernement burkinabé exaucent leurs prières. C'est le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw en personne qui est venu procéder au lancement des travaux de construction et de bitumage de ce tronçon. Il faut dire que le désenclavement du Burkina Faso occupe une place importante dans la politique gouvernementale. C'est une ambition que nous avons et nous pensons que les plus grands programmes
projets que le chef de l'État a pris en matière de désenclavement vont être réalisés dans les années à venir. Nous allons faire l'effort pour que le tronçon qui ira donc de Waiguya à Tougan pour continuer à Bobo-Dioulasso soit réalisé, s'il plaît à Dieu, durant donc, en tout cas débuté pendant donc le mandat présidentiel. Les travaux de construction du tronçon Waiguya-Tchou, frontière du Mali, vont coûter plus de 19 milliards de francs CFA et dureront 18 mois. La couche de base sera faite donc pour la section urbaine en gravure latéritique améliorée au concassé, ce qu'on appelle la lithostabilisation. Et au-dessus, la couche de roulement pour la voirie urbaine sera faite en béton bitumineux. Le reste du tronçon sera exécuté au niveau de la couche de roulement en enduit superficiel tricouche, ce qui conforte en tout cas, ce qui permet à la route d'avoir un bon confort au niveau du trafic. Nous pensons que avec toutes les diligences qui seront mises en œuvre, logiquement, nous pourrons rester dans les délais. C'est une société burkinabé de la place qui a été choisie pour la construction de cette route. C'est un sentiment de joie, de satisfaction. Vous savez, nous, l'entreprise, déjà, comme je vous ai dit, nous, on est en groupement avec des partenaires tunisiens. On est déjà de l'autre côté de la frontière avec donc les autorités maliennes. Ça fait déjà 2 ans que nous sommes en chantier, donc ça c'est juste la continuité pour nous. Encore appelée la route du sel, une fois achevée, cette route devrait renforcer les échanges commerciaux avec le Mali voisin. Le renforcement et le développement du réseau routier burkinabé est une option politique sur laquelle s'appuie le gouvernement pour booster le développement économique et favoriser l'intégration sous-régionale. Voilà, les travaux de reconstruction et de bitumage de cette route du sel coûteront plus de 19 milliards de francs CFA. Nous restons toujours dans les chiffres et les travaux d'assainissement des quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou, eux, sont estimés à plus de 90 milliards de francs CFA. Le projet a été présenté ce matin aux partenaires techniques et financiers qui ont marqué leur engagement à le soutenir. L'ambition de ce projet, c'est l'amélioration des conditions d'hygiène et de santé des couches sociales les plus défavorisés. Les travaux pourront démarrer dès l'année prochaine. Estelle Judith Assogba. La ville de Ouagadougou connaît une situation particulièrement difficile due à son expansion spatiale insuffisamment maîtrisée et à l'évolution rapide de sa population. Cette expansion a occasionné l'apparition de nouvelles zones appelées les quartiers périphériques. Ces quartiers concernent, selon l'ancien découpage, les arrondissements de Bogodogo, Bulmiugou, Nongre-Manson et Signongué. Les habitants de ces zones vivent aujourd'hui de sérieuses difficultés d'assainissement. Il faut assurer un cadre de vie idéal à ces populations. C'est pourquoi la commune de Ouagadougou a initié un vaste projet d'assainissement dans ces zones. La réalisation de ce projet va mobiliser plus de 90 milliards de francs CFA et 23 milliards de francs CFA sont déjà dans la cagnotte. La présente rencontre avait pour objectif de présenter ce projet aux partenaires techniques et financiers en vue de mobiliser le financement restant. Les échanges et discussions ont permis aux bailleurs de fonds et les membres du gouvernement de trouver un terrain d'entente. La rencontre a été satisfaisante. Dès lors que nous avons eu l'adhésion à ce projet, 2, l'engagement de le soutenir et également, bien entendu, leur engagement à définir des modalités avec nous pour cette mise en œuvre. Alors, sur cette base, nous sommes convenus d'engager rapidement le projet. Nous avons marqué notre accord pour que la commune puisse, dès 2013, déjà engager l'action urgente avec les ressources qui sont déjà disponibles et pour que le projet puisse démarrer. D'ici 2017, Ouagadougou va présenter un nouveau visage avec la réalisation d'un certain nombre d'ouvrages. C'est 1 600 000 personnes qui vont bénéficier de ce projet. Nous allons réaliser 44 km de routes bitumées et éclairées dans la ville de Ouagadougou. Nous allons réaliser 24 km de caniveaux pour permettre, même dans les quartiers périphériques, une fois qu'il pleut, que l'eau puisse trouver son chemin pour arriver au barrage et aller continuer au Massili, etc. Nous allons voir également le canal de Moronaba qui va être aménagé, sa partie non aménagée, et qui est en train de menacer dangereusement des centaines de milliers de populations qui vivent le long. Et ce canal-là va être aménagé, bétonné,
et ça va permettre la collecte des eaux de pluie jusqu'au barrage. Ce projet va à terme contribuer à améliorer de façon considérable les conditions d'hygiène et de santé des populations de la ville de Ouagadougou. Parlons maintenant du rendez-vous électoral de décembre prochain. La Commission électorale nationale indépendante prépare son personnel en amont pour un bon déroulement de ces élections. Une série de formations dites formations en cascade vient d'être lancée et ce sont les formateurs provinciaux qui s'y collent en premier. Tanga Kafando. Ce sont les premiers bénéficiaires de la formation en cascade organisée par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, au profit de son personnel électoral. 90 formateurs provinciaux vont s'outiller du 12 au 17 novembre et seront déployés dans les 45 provinces où ils assureront la formation de 2606 formateurs communaux. Ces formateurs communaux formeront à leur tour 76 000 agents de bureau de vote et ce, avant la date du 2 décembre, jour des élections. Jusqu'à présent, c'est la CENI qui s'arrangeait pour former effectivement les membres du bureau de vote. Cette fois-ci, vraiment, c'est une méthodologie scientifique qui est adoptée pour obtenir vraiment le meilleur résultat possible. Et c'est normal. Nous sommes en face donc d'un dispositif assez complexe. Vous savez que les élections sont couplées. Il y aura donc 2 compartiments sur le bureau de vote. Il est important que le président et chaque membre du bureau de vote ait la maîtrise en fait, des activités à faire ce jour-là, pour être certain que le scrutin sera administré dans les meilleures conditions, de telle manière que les résultats soient acceptés par tous. 3 modules clés sur le processus électoral seront dispensés par des formateurs. Il y a d'abord un module introductif qui va porter sur la Commission électorale nationale indépendante. Le deuxième module porte sur l'aspect éthique. C'est important également que tous ceux qui s'engagent à travailler dans les bureaux de vote, bien entendu dans les démembrements de la CENI également, sachent qu'ils ont des obligations d'ordre éthique. Et le troisième module qui est également aussi important porte sur les procédures électorales. Une entreprise pas facile mais déterminante pour la qualité des résultats des urnes et pour le succès des élections. Dans sa mission, la CENI bénéficie de l'accompagnement du Programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre du programme d'appui aux élections. C'est l'occasion pour nous de dire encore une fois que bien que ce soit le PNUD qui soit en avant, le PNUD des chefs de file pour l'avoir monté le programme, mais nous avons naturellement l'accompagnement et le partenariat des autres coopérations, la Suisse, la Suède, le Danemark, le Luxembourg et l'Union européenne sont à nos côtés pour le financement de ce projet. Depuis 1991, le Burkina Faso a organisé une douzaine de consultations électorales, mais la spécificité des échéances du 2 décembre réside dans l'expérimentation des élections couplées et de la biométrie, des défis que Maître Barthélemy Kiré et son staff comptent relever en comptant aussi sur l'engagement et la sincérité de tous les acteurs politiques. Lutte contre la corruption. À présent, les agents du ministère de la Communication invités à plus de vigilance. Une journée de réflexion a été initiée en vue de sensibiliser sur le phénomène. L'autorité supérieure de contrôle d'État et le département de la communication veulent unir leurs efforts pour mieux lutter contre la corruption. Nathalie Savadogo Nabaloum, Estelle Judith Assogba. Agent du ministère de la Communication en rang serré contre la corruption. Il mène la réflexion autour de ce fléau avec l'autorité supérieure du contrôle d'État. Un renforcement de capacité qui permettra aux agents d'être mieux outillés pour davantage sensibiliser la société sur les méfaits de la corruption. Il s'agit pour nous de nous impliquer dans la lutte contre la corruption et de soutenir toutes les actions que l'autorité supérieure de contrôle de l'État mène sur le terrain de la lutte contre la corruption. Et je suis très heureux que cette série de conférences de sensibilisation commence par le département de la communication, et parce que nous sommes un département qui pouvons aussi relayer l'information et contribuer davantage à la sensibilisation. Le contrôleur général d'État justifie ici le choix du département de la communication. Nous avons pensé qu'on devait commencer par les médias avec lesquels nous avons déjà eu d'autres réunions de travail. Et je rappelle que c'est en exécution des instructions de son Excellence, Monsieur le Premier ministre,
qui, lors de sa visite au sein de l'ASE, a demandé d'intensifier la campagne de sensibilisation à la lutte contre la corruption. 10 structures de l'État seront aussi sensibilisées d'ici la fin de l'année. L'objectif global de la politique nationale de lutte contre la corruption est l'éradication à terme du phénomène. Agriculture à présent, la Chambre nationale de l'agriculture du Burkina Faso passe en revue statut du personnel, grille indemnitaire des élus et procédure de la Chambre. C'est l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire de la structure Yacouba Goro. Pour la deuxième fois, la Chambre nationale d'agriculture réunit les présidents des chambres régionales à travers cette deuxième session ordinaire de l'année 2012. À cette rencontre, les participants ont 48 heures pour s'approprier du contenu des textes régissant leurs institutions. Il s'agit entre autres du statut du personnel et de la grille indemnitaire des élus. Nous avons revu les textes et maintenant il s'agit de l'exposer au Conseil, à la session pour que valider. Bon, donc à partir de ce moment, nous pensons que si ça s'est fait adopter, nous avons des bases maintenant pour entreprendre tout ce que la Chambre fait. Pour le ministre de l'Agriculture et de l'Hydraulique, c'est aussi une occasion pour dresser un bilan et faire des propositions pour les prochaines activités de la Chambre. Nous avons dit également que nous sommes prêts à les accompagner dans ce processus pour que petit à petit, non seulement ils se forgent à l'idée qu'ils doivent se lever au-dessus de tous les maillons, mais également qu'ils doivent être capables de tirer tout le monde et donc jouer véritablement leur rôle de représentation physique de tous les acteurs, représentation de leurs intérêts pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour booster un peu toutes ces activités-là. Le ministre a également invité les participants à examiner sans complaisance les documents afin d'en donner des contenus adaptés aux réalités du Burkina Faso. Allons à Koudougou pour le point de l'opération 100 000 charrues, un bilan qui donne des motifs de satisfaction. Sur le terrain, tout se déroule comme prévu. La part des femmes, qui est de 50%, connaît un taux de réalisation estimé à 48%. Des précisions avec Moumouni Soubega. C'est l'un des engagements pris par le président du Faso en 2011. Mettre à la disposition des producteurs agricoles 100 000 charrues, dont 20 000 par an et 10 000 pour les femmes sur une période de 5 ans. Une année après le lancement, les acteurs retiennent que la promesse a été tenue. 48% de femmes ont déjà bénéficié de ce matériel agricole. Mais l'objectif visé, c'est de 50%. Donc, depuis sa mise en œuvre, plus de 20 000 unités d'équipements agricoles ont été mis à la disposition des producteurs. Comment on va bâtir la stratégie, comment on va pouvoir distribuer les charrues et quels sont les critères qu'on doit mettre en place pour permettre aux uns et aux autres, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, pour pouvoir bénéficier de cet équipement. Et quelle information la CFF doit apporter à ses membres et comment ces membres pouvoir utiliser cette information pour se rendre dans les directions régionales où le matériel serait déposé. Donc nous avons été impliqués dès le début du processus. 50% du matériel doivent revenir aux femmes, une couche sociale défavorisée qui attend de voir la mise en œuvre effective de l'opération. La technologie là, a été améliorée avec l'arrivée de ce projet. Et à notre implication, vous savez que le ministère de la promotion de la femme, nous avons un rôle transversal. Ça veut dire que nous, notre tâche, c'est de suivre le projet pour que les 50% de ces charrues là, reviennent effectivement aux femmes et aux femmes qui sont surtout dans les milieux ruraux. À Koudougou, les acteurs se sont retrouvés pour définir le mécanisme de mise en œuvre et l'adhésion des femmes à cette opération. Une opération dont l'objectif est de contribuer au développement de l'agriculture, une activité qui occupe 80% de la population au Burkina Faso. Tubercules et racines à l'honneur à Gawa. La semaine dernière, les journées promotionnelles ont donné à voir les potentialités de la région en matière de tubercules et de racines. Occasion pour les acteurs de réfléchir autour de la valorisation de la production pour le renforcement de la sécurité alimentaire et l'amélioration des revenus des producteurs du Sud-Ouest. Draman Dadian. Journée promotionnelle des tubercules et racines du Sud-Ouest, première édition. C'est une foire de 72 heures qui donne à voir des potentialités, igname, manioc,
patates douces, sushis entre autres. Mais la filière peu organisée au niveau régional mérite plus d'attention. Il faut absolument amener les paysans à utiliser de façon optimale et de façon efficiente les paquets technologiques qui existent déjà. Il faut ensuite organiser la possibilité de transformer ces produits pour leur donner une valeur ajoutée supérieure. Beaucoup de défis sont à relever si l'on veut bien booster la filière tubercule et racines. Et c'est autour de cette problématique qu'un forum a été initié par la Chambre régionale d'agriculture du Sud-Ouest. L'objectif recherché, c'est d'abord présenter la potentialité du produit, voir les contraintes liées à la production et à la transformation, à la commercialisation et voir comment structurer, organiser en général cette filière. C'est à eux de réfléchir et de nous dire, ici, voilà le problème que nous vivons, qu'est-ce que l'État peut faire pour nous accompagner. Donc véritablement, c'est ce que moi j'attends comme initiative et c'est pourquoi j'ai aussi félicité la CRA. Principale difficulté évoquée, la production rudimentaire, la conservation, l'écoulement, la transformation des tubercules et leurs dérivés. Les producteurs et transformateurs ont surtout plaidé pour un meilleur accompagnement. Notre souhait le plus échoué, c'est l'équipement. Si nous, on a les équipements et on a des appuis comme des formations, des voyages d'études, ça va franchement vraiment nous permettre de mieux travailler. Selon les statistiques, le Sud-Ouest produit annuellement plus de 40 000 tonnes de tubercules et autres racines consommables. Mais l'activité entraîne une forte destruction du couvert végétal. Le projet riz pluvial, lui, a désormais un nouveau siège à Ouagadougou, fruit de la coopération entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan. Découvrons le siège qui a été inauguré mercredi dernier avec Yacouba Goro. Cette visite entre dans le cadre de l'inauguration du nouveau siège du projet riz pluvial. Financé à hauteur de 32 milliards de francs CFA par la République de Chine de Taïwan, ce bâtiment va permettre d'améliorer les conditions de mise en œuvre du projet. Aujourd'hui, grâce à la coopération taïwanaise, nous avons la possibilité d'inaugurer un tel bâtiment qui va être un cadre de travail supplémentaire pour permettre à tous les agents, qu'ils soient taïwanais ou burkinabés, d'être dans les meilleures conditions possibles afin de nous permettre donc de travailler dans les meilleures conditions. C'est un bâtiment R+1 entièrement équipé avec des annexes et situé au quartier Petit Paris à Gunguin. Notre soutien s'est traduit déjà par l'adoption par la 9e session de la commission mixte de coopération en juin dernier pour le projet riz pluvial phase 3. Et donc il y a une contribution concrète. Nous souhaitons que les agents burkinabés qui travaillent depuis longtemps avec les conseillers taïwanais, toujours la main dans la main, pour la réalisation d'un meilleur rendement de la production rizicole. Cette réalisation vient renforcer une fois de plus les relations de bonne coopération entre la Chine de Taïwan et le Burkina Faso. Elle s'est donnée pour objectif d'offrir une chance aux enfants abandonnés d'avoir un autre avenir que celui qu'ils n'avaient pas. L'association Manègre-Noma pour la protection des orphelins recueille et éduque ces enfants vulnérables pour une insertion dans la société. L'emploi a ouvert ses portes au public samedi dernier. Visite guidée de la structure avec Frédéric Etienne Bassenga. Journée porte ouverte à l'association Manègre-Normand pour la protection des orphelins en Pau, 6 dans le quartier Wemtenga à Ouagadougou. José Tigel, hollandaise, elle ne s'est pas fait prier pour venir voir ce qui est fait dans ce centre qui recueille les orphelins, les éduque, leur donne une chance d'intégrer la société dignement. Ok, non, c'est très beau, merci. Oui, j'ai bien apprécié. C'est très important aussi de voir qu'est-ce qu'il y a ici de tout. Comme elle, Madame Batino est également présente pour cette journée porte ouverte avec son fils. Elle nous raconte ce qu'elle a pu voir à Ampo. Depuis ce matin, on est là, on a vu beaucoup de choses qui sont bien, particulièrement les choses en bio. Tout ce qui est ici, c'est en bio particulièrement. Et puis, la fabrication des enfants, ce que les filles de Ampo ont eu à faire eux-mêmes, grâce à leurs éducateurs et éducatrices.
Et les mets qu'ils ont envoyés, c'est purement traditionnel et africain. Cette journée, c'est aussi des moments inoubliables, des moments de joie pour ces jeunes qui n'ont pas toujours des occasions pareilles pour se sentir comme les autres jeunes. Je suis en Ampo, ça fait 4 ans. Je fais la 6e au Bangré. Je suis content d'être en Ampo. Vraiment, je suis content. Créé en 1996 par Catherine Rode, Ampo a aujourd'hui 2 orphelinats, une infirmerie, 2 projets en faveur des handicapés et contre la malnutrition, une école agricole et un poste de consultation pour les femmes. Aujourd'hui là, on voit vraiment les enfants qui sont dehors. On a 10 qui sont à l'université. On a plus comme 20 infirmiers d'État qui sont déjà dehors, ils travaillent. C'est vraiment incroyable comment un enfant qui n'a pas une chance, parce que c'est orphelin ou demi-orphelin, un enfant abandonné ou maltraité, il prend sa chance avec ses 2 mains et il devient quelqu'un. 16 ans après la création de ce centre, l'engagement de la fondatrice ne s'est pas du tout effrité. Au regard des résultats engrangés, Catherine Rode dit trouver des raisons de continuer l'aventure. L'ONG Res Publica intervient aux côtés du gouvernement burkinabé sur le terrain du développement depuis 10 ans dans le Bultiemde, une décennie d'action qui a nécessité une pause bilan vendredi dernier à Nanoro, une occasion pour les responsables de l'organisation non gouvernementale et les autorités de la région de rendre hommage au fondateur de l'ONG, Sié Sylvestre Da. À Nanoro, dans le Bultiemde, ce vendredi 9 novembre, l'ONG Res Publica a fait avec les populations et les autorités administratives et coutumières le bilan de ces 10 années d'action de développement menées à Pela, à Soa et à Nanoro. 3 communes de la région du centre-ouest dans lesquelles l'ONG intervient dans la santé, l'agriculture et surtout l'éducation. En termes de bilan, ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons fait beaucoup de constructions d'infrastructures scolaires, beaucoup de constructions d'infrastructures sanitaires, notamment des maternités, des dispensaires, des dépôts pharmaceutiques. Et dans le secteur de l'agriculture, nous avons aussi accompagné les producteurs dans les techniques à travers la formation et la subvention des intrants agricoles. La manifestation commémorative est marquée par des activités tout en l'honneur du couple français Perrin, le fondateur de Res Publica. Ce sont entre autres des discours d'hommage, des échanges de cadeaux, des remises de prix d'excellence, une exposition de produits issus d'activités génératrices de revenus et une visite des complexes scolaires et autres investissements qui sont les propriétés de l'ONG. C'est vraiment le fruit du hasard, puisque j'ai suivi un ami médecin qui intervenait déjà ici. J'ai trouvé l'endroit, c'est un coup de cœur. Et voilà, 10 ans après, même 12 ans après, on est encore là et bon, je pense qu'on va être là pour accompagner. Le bilan de la décennie d'action est jugé satisfaisant au vu des résultats engrangés. Et pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale représentée, ainsi que pour les différentes autorités administratives et coutumières de la région, il s'agit là d'un exemple réussi des relations d'amitié entre Burkinabés et Français. Ils appellent les populations bénéficiaires à valoriser et pérenniser les investissements. Des populations qui, eux, souhaitent se voir impliquées davantage dans les activités de l'ONG. Res Publica a existé d'abord sous forme d'association depuis l'an 2000. C'est en 2002 qu'elle prend la forme d'organisation non gouvernementale financée sur fonds propres du couple Perrin. Pour refermer ce journal en musique, le tout premier concert du jeune artiste musicien Greg, les mélomanes de la capitale ont découvert et apprécié un talent promoteur et pour une première sortie, l'artiste a su tenir le public en haleine. Les temps forts de ce rendez-vous samedi dernier à la Maison du Peuple avec Évariste Kombari. Il est grand comme 3 pommes, mais son talent est immense comme une montagne. Pour sa première sortie sur scène face au grand public, le jeune musicien grec, de son vrai nom Grégoire Songnaba, a mis à genoux la Maison du Peuple. Dit qu'il vient de mettre son premier album sur le marché du disque. C'est sorti le 13 mars 2012. Il comporte 12 titres. Donc le titre éponyme est La Fila Boumfa. Comme rarement on l'a vu, le public ouagalais a pris d'assaut la cuvette de la Maison du Peuple pour voir Greg leur égrener les titres de son album. Des titres repris en chœur par les mélomanes. Beaucoup aimé, c'était bien. C'est le LAS quoi. C'est la première fois qu'on trouve ce concert là comme ça, un concert géant
pour la première fois à la Maison du Peuple. Chanson après chanson, Greg fait monter les décibels et le public est aux anges. Musicien, Greg est aussi comédien. Il est un des principaux acteurs du film Zabota. Et son producteur n'est autre que le producteur et réalisateur de Zabota. J'ai trouvé un talent en lui. Il est passé partout, mais les gens l'ont négligé. Mais j'ai compris une chose en lui, quelque chose de particulier, c'est que les autres n'ont pas. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous sommes à 2 fois la Maison du Peuple. C'est une première fois dans l'histoire de la musique au Burkina Faso. Je suis très comblé. Au regard du potentiel que dégage le jeune musicien, on peut dire qu'un bel avenir musical s'ouvre à lui, à condition bien sûr que Greg ne perde pas le nord. Je ne vais pas faire la grosse tête parce que je suis très jeune. J'ai des objectifs. Il faut que je puisse monter. Il faut que je puisse grandir. Il faut que je puisse amener la musique burkinabé loin, au-delà des frontières. De ce concert, on retiendra que Greg a soufflé la Maison du Peuple et offert au public des moments d'intense plaisir. Greg, un nom à retenir parce qu'il va bousculer à coup sûr la hiérarchie. Voilà, bon vent donc à ce jeune talent. C'est tout pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée sur la télévision du Burkina. À demain.